Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 40e épisode de l'Entonnoir de Bitcoin, 40 déjà. Merci de rester fidèle à l'émission. Donc aujourd'hui, je serai avec Fanny et John et on a trois sujets pour vous. Le premier, ça va être Federated eCash, donc FEDI, qui est une sorte de façon de créer un shared custodial parmi des communautés pour avoir du second party custodial. C'est-à-dire qu'on veut arrêter de faire confiance à des personnes qu'on connaît pas, on veut pas avoir toute la responsabilité pour nous parce que beaucoup de gens ne sont pas capables de gérer leur argent. Donc, on essaie d'avoir des solutions open source qui peuvent permettre des petites communautés fédérées entre eux. Vous allez voir, c'est plutôt cool. Le deuxième sujet, ça va parler de la scalabilité de Lightning avec une petite mise à jour de Phoenix, le wallet de A5. Et du coup, ça va nous permettre de parler de ce thème. Et enfin, le troisième sujet va être par rapport à Nostr, je sais pas comment on prononce, Noster, je l'appelle moi, qui permet de créer une sorte de réseaux sociaux 100% enfin, décentralisé avec un système de clients et de relais pour pouvoir combattre la censure, arrêter le ban et faire, on va dire, un Twitter-like plus juste. Et en fait, on va parler de ça et essayer de le coupler avec Lightning pour voir comment est-ce que tout plein de nouvelles façons de voir des business models ou des réseaux sociaux peuvent exister. Par exemple, un Uber-like, sans passer par Uber, mais via Lightning et ce genre de protocole open source. Donc ça va être un peu tech, j'espère que vous allez nous suivre. Avant de commencer, j'ai envie de dire merci à vous de toujours être ici. Si vous voulez essayer de soutenir le podcast via une app style Breeze ou Fontaine App, allez-y, ça peut être cool. Et merci aux personnes qui ont récemment traduit Découvre Bitcoin en anglais. On arrive bientôt au bout du projet. Si vous voulez faire les dernières revues avant qu'on balance les dossiers de Grant, surtout, vous pouvez m'MP. Je vous envoie tout ça, comme ça, on a plus de chances d'y arriver. Fanny, John, je vous propose d'attaquer tout de suite le premier sujet, si vous êtes OK. On va considérer que vous êtes OK. Je peux pas co-animer John. Hein, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Hop, Non, 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 c'est juste que, non, techniquement, je peux, mais je m'occupe en même temps de mon fils, donc Ah, ok, je j'ai préférerais compris. pas. Attendez, il y a Nounes qui est là. Je vais lui donner la parole et après on attaque le sujet 1. Oh putain, merde, il y a Frédéric. Je suis dans la merde. Ok, pas de panique. Bonjour Fred. Alors, le premier sujet, ça va être du coup par rapport au Federated eCash, du coup qui est un projet, on va dire, pour créer des communautés fédérées de Bitcoiners. En gros, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, si vous devez sécuriser vos Bitcoins, vous avez grosso modo deux options. Ou vous allez utiliser un third party, donc par exemple un Binance, un custodial, ce qui est absolument pas ouf. Je pense qu'on est tous d'accord parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Ils peuvent vous rug pull, ils peuvent faire ils peuvent reprêter votre argent. Il y a des risques de hack, etc. Là, l'autre solution, c'est de faire tout soi-même, et donc c'est du self-custody. Le problème, pareil, c'est que vous pouvez faire une erreur. Beaucoup de gens ne sont pas capables techniquement, ou alors n'ont pas envie d'avoir le stress, etc. Donc, les solutions intermédiaires qui sont en train d'essayer d'être développées, c'est de faire une sorte de shared custodial, un petit peu comme à la Galoy. Et donc là, l'idée, c'est de faire des Federated Cash et de créer une sorte de fédération d'une communauté via un multisig et les personnes de cette communauté du coup peuvent mettre leur bitcoin là-bas, donc ils n'ont pas les 24 mots, ils font confiance à une sorte de fédération, donc un agroupement de personnes tous ensemble. Ces personnes qui dirigent le multisig ne peuvent pas se barrer avec la thune vu que c'est un multisig, ils détiennent qu'une clé et donc grâce à ça, ça peut permettre à des villages, des communautés de partager la responsabilité des coins sans avoir une seule personne qui détient tout. Donc concrètement, comment ça se passerait? On crée cette fédération, donc par exemple dans un village, comme à Bitcoin Beach ou n'importe où. Les gens déposent leur Bitcoin dans le wallet de la fédération. Ils vont récupérer du coup des Bitcoin IOU, donc des faux Bitcoins, un droit de dépenser ces Bitcoins, et après ils peuvent se les envoyer entre eux. Si ils restent dans leur écosystème fermé de fédération, de ce que j'ai compris, du coup, ils s'envoient simplement des droits de propriété de leur Bitcoin, donc c'est beaucoup plus anonyme, un peu comme une sidechain, il n'y a pas de frais, ça marche bien. Et si jamais ils veulent sortir, ils peuvent simplement redeem leur Bitcoin auprès de la fédération et continuer sur le réseau Bitcoin ou Lightning complètement normal. À l'intérieur de la fédération, une fois qu'on a nos bitcoins IOU, ce qu'on fait pour les dépenser, c'est qu'on dit à qui on veut les dépenser. La personne, en fait, après, va les mint à travers la fédération, donc elle va échanger ses bitcoins pour des nouveaux droits de bitcoin, ce qui va empêcher la double dépense. Donc, on n'a pas le système de proof of work, vous en doutez. Et une fois qu'il aura cette acceptation, il peut considérer que la transaction a été acceptée.
Grosso modo, c'est comme ça que ça marche. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet? Simplement parce que Fedi, du coup, qui est la société euh, derrière le projet, a levé plus de 4 millions récemment, au début de la semaine. Et en regardant un petit peu, leur truc est vraiment cool. Ils sont back par Spiral de Jack Dorsey, par Ten31, par the Human Rights Foundation, par Blockstream, etc. Donc, ils sont en train de lancer le produit. L'application qui va être leur application phare, qui va permettre de créer tout ce que je viens de dire, devrait sortir au début de l'année prochaine. Mais on voulait en parler parce que c'était un truc cool. Alors j'espère que j'ai été clair. Peut-être que Fanny, tu peux essayer de rectifier sur des points techniques où j'ai fait des erreurs. Et si vous avez des questions, on peut en parler, sachant qu'évidemment, du coup, comme c'est des rois Bitcoin, bah, il y a des risques. Évidemment, il y a un degré de centralisation qui est assez évident. Et voilà. Mais c'est des solutions qui peuvent s'adapter aux pays qui en ont besoin en fait, ou les personnes qui sont simplement pas capables de gérer eux-mêmes leur thune, ou simplement une famille qui voudrait créer une sorte de wallet fédéré entre eux. Voilà, je vois que c'est sur la main levée, sinon allez-y. Et bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Du coup, ouais, c'était pour parler de Fedimint. Moi, de ce que je comprends, bon, c'est custodial, etc. Mais peut-être que ça peut aider aux gens à avoir, comment dire, une base technique pour créer voilà, une startup pour faire, comment dire, du holding de Bitcoin. Et ça les empêche pas aussi, comment dire, de rappeler à leurs clients de voilà, essayer de faire leurs propres fonds, etc. Et que les mecs puissent voilà redeem à n'importe quel moment, etc. Donc à la limite c'est voilà, moi je pense que ça reste quand même quelque chose d'intéressant. En plus on pourrait je sais pas avoir plusieurs nuances de fédération en fonction justement du comment dire du degré pour apporter du Bitcoin à des gens, et ça pourrait faire des rampes pour tout type de je sais pas moi d'entreprise ou même de pairs, etc. Clairement, les créateurs considèrent vraiment que ça va être le troisième pilier de Bitcoin. En gros, Bitcoin normal, c'est la réserve de valeur dure. Lightning Network, c'est un système de paiement. Les deux sont décentralisés, anti-censure. Et eux, ils disent que du coup, Fedimint, ça va être une solution de custodial décentralisé, open source, non censurable, scalable. Donc, ils considèrent vraiment que ça va être un des trois piliers de Bitcoin, qui est assez gros. Fanny, vas-y. Ouais, merci. Plusieurs choses. Déjà, je vais rebondir juste sur ce que vient de dire Session. Parce qu'il y a un côté assez intéressant, parce que tu as parlé de la manière dont les mines pourraient éventuellement, que des mines pourraient pour être gérées par des startups pour le compte de leurs clients. Et justement, c'est intéressant parce que Eric Sirion, qui est donc le mec qui a plus ou moins propulsé tout ça. Il a pas mal réfléchi aussi à tout ce qui est implication légale, et c'est même l'une des raisons pour lesquelles les mines peuvent être intéressantes, c'est qu'en fait finalement l'un des gros problèmes des exchanges centralisés, c'est la pression législative et réglementaire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart des juridictions, en fait, si tu as un modèle de mint, donc de custodie partagée, mais qui est non commercial, c'est-à-dire que tu touches pas de frais de la part de tes clients, en fait, dans la plupart des juridictions, tu n'as besoin d'aucune autorisation, tu peux faire un peu ce que tu veux. Et d'ailleurs, c'est un peu déjà ce qu'on fait tous à partir du moment, par exemple, où pour aider un proche à commencer à se familiariser avec Bitcoin, dans un premier temps, par exemple, on peut peut-être les holder pour lui un petit peu pendant un mois ou deux, le temps qu'il soit un peu plus à l'aise, ce genre de choses. Et ben là, c'est dans le cadre familial, donc c'est clair qu'en fait, t'as pas besoin d'une autorisation pour le faire. Et donc après, bon, moi perso, à titre personnel, je suis plutôt dans la partie faisons et on verra la réglementation après. Mais ça c'est intéressant parce que Eric Sirion, lui, pour le coup, analyse ça comme étant l'une des justifications d'aller plutôt vers des fédérations comme ça que de rester sur des custodiaux. Et donc, il a pas mal réfléchi à la question. Et ensuite, peut-être t'as très bien expliqué tout, Roxy, mais pour rajouter peut-être une couche, ce qui est intéressant avec les mints, il y a deux parties. Il y a le côté scalabilité et le côté privacy. Au niveau scalabilité, c'est assez clair, c'est que quand tu fais une transaction à l'intérieur d'une mint, donc ils font juste des AOU entre deux membres de la même mint, donc t'as pas besoin de faire une transaction on-chain. Et d'ailleurs, ils ont prévu que si jamais, que les mines puissent être connectées entre elles via Lightning, donc en gros, tu pourrais avoir
les nœuds Lightning auraient un incentive à essayer de se connecter au mint parce que il pourrait y avoir du trafic. Et comme ça, tu pourrais passer d'une mint à l'autre sans jamais toucher la chaîne. Et ensuite, niveau privacy, effectivement, c'est tout ce qui est blind signing. Donc, en gros, tu l'as un peu expliqué. Mais quand on dépose des bitcoins dans la mint, la fédération va nous donner des AOU, donc va signer une reconnaissance de dette, en gros. Mais cette reconnaissance de dette, ensuite, c'est fait de telle sorte qu'elle n'a pas moyen de savoir vraiment telle reconnaissance à qui elle l'a donnée. Ce qui fait que tu peux, quand tu la donnes à quelqu'un, ensuite cette personne-là va la redonner à la fédération, qui va comme ça vérifier que c'est bien la première fois qu'elle est dépensée. Et ensuite, elle va issue un nouvel AOU. Et c'est ce qui fait que c'est ça préserve très bien la privacy, puisque en gros, c'est impossible de tracer les transactions, puisqu'à chaque fois, c'est des nouveaux AOU qui sont réémis. Sans que ce soit possible du coup de tracer le chemin que font les fonds. Ouais, ouais, je découvre un peu avec cette présentation, donc merci pour voilà, cette nouveauté. Ça me fait penser un peu à Liquid, à la différence que Liquid, c'est entre guillemets centralisé, ou en tout cas, la fédération, elle est restreinte et contrôlée. Donc c'est pas complètement permissionless. Et alors que là, ce que je comprends, c'est que certes, ça peut être des startups, mais ça peut être une communauté un peu techie qui pourrait monter sa propre fédération. Et le fait qu'on puisse le coupler avec Lightning, bah, ça me dit que éventuellement ça pourrait faire ça pourrait contribuer à scaler Lightning. Donc c'est le truc assez intéressant et donc et potentiellement à voir comment c'est mis en œuvre, mais ça permettrait de, de faire tomber un peu les permissions inhérents à ce type de système de fédération. Yes, par rapport à ce que tu disais, par rapport au truc un peu tech et créé par exemple pour un village ou une communauté beaucoup plus petite avec beaucoup moins de volume que pour Liquid, c'est clairement l'idée. Hein. Comment ils l'expliquent, en fait, ils le mettent en 4 parties. C'est vraiment trouver la famille, les proches, le village, qui sont pas du tout des institutions financières, et c'est eux finalement les utilisateurs. Après, il y a la fédération en elle-même, donc trouver les personnes qui vont détenir les clés, qui vont un petit peu maintenir simplement ça. Et donc là, idéalement, des gens anonymes partout dans le monde, histoire de vraiment être résilient face à toutes les attaques potentielles qu'on connaît. Et après, la troisième partie, c'est les gardiens qu'ils appellent des BTC maxi, entre guillemets. Enfin, je l'ai écrit comme ça, mais c'est pas vraiment BTC maxi, mais en gros, des gardiens bitcoiners. Et là, c'est les personnes très tech, genre nous, en gros, qui du coup faisons une sorte de mini-maintenance, on surveille et on apprend aux gens à l'utiliser. Donc, ils considèrent vraiment qu'en fait, ça peut se lancer que s'il y a une communauté de bitcoiners à la base qui crée ça pour leurs proches. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vu, du moins, dans le schéma et l'explication qu'il y avait à Bitcoin Miami. Donc, c'est exactement ce que tu dis. Tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir des grosses instances comme les startups, par exemple, ce que disait Fanis. Je pense vraiment que l'idée, c'est comment un petit village peut réussir à une bord de la majorité de la population. Vas-y, Fanis, et il y a Lambda qui demande d'intervenir. Ouais, après, par rapport à ça, justement, toute la question, c'est de savoir ce que ça va donner en pratique. Parce que on voit bien que, a priori, il y a quand même une certaine tendance à la centralisation, au sens où c'est plus simple quand même de transacter avec quelqu'un d'autre s'il fait partie de la même mine que toi. Et du coup, est-ce qu'il n'y aura pas une tendance à ce que tout le monde rejoigne une grosse mint qui est un peu celle entre guillemets officielle, même si ça n'aura pas vraiment d'officiel. J'imagine que si jamais Fedi lance une première mint, il y a des chances qu'elle soit perçue comme étant la mint officielle, entre guillemets. Et c'est vrai que du coup, le grand apport pour moi de ce truc, c'est vraiment l'idée d'interfacer ça avec Lightning, parce que c'est ce qui va permettre de contrebalancer cette tendance à la centralisation qui est un peu naturelle. Ouais, moi je dirais que je vais prendre l'exemple de Lightning. Lightning, tel qu'il a été conçu, il a pas été pensé pour que n'importe qui puisse lancer son nœud de routage. Enfin, techniquement, on peut le faire, puis ça marche à peu près, mais ça a plutôt été construit pour faire à travers des hubs, euh,
et d'avoir un réseau suffisamment résilient. Et je vois que en fait, la plupart des gens veulent avoir leur nœud de routage, avoir leur LNBit. Je le vois, hein, dans les demandes, et je me dis que finalement, on peut peut-être retrouver ce type de schéma. D'un côté, on a Liquid qui est très fermé, qui bénéficie pas d'effet de réseau dans le sens où on peut pas y contribuer. Enfin, c'est dur d'y contribuer, quoi. Faut être proche de Blockstream, etc. Là, je vois que justement, c'est beaucoup plus ouvert. Et donc, il y a potentiellement plus d'effets de réseau où on a plus la capacité de créer ce type de fédération. Et couplé avec Lightning, je trouve il y a potentiellement plus de traction sur Fedimint que que sur Liquid. Donc moi, je pense qu'il y aura il y aura une tendance, certes à la centralisation plus que Bitcoin, mais on aura quand même potentiellement un attrait si c'est bien expliqué, si ça reste relativement entre guillemets simple de construire sa fédération. Simple, c'est pas en 3 clics boutons, hein, ça tente bien, mais entre ça et le tuto RGB qu'on a vu passer, je pense qu'il y a moyen de faire quand même quelque chose d'abordable, quoi. C'est clair que si du coup, par exemple, moi, dès que Bitcoin peut créer une fédération, on trouve des gens un peu partout, on met des gens anonymes, on essaie de trouver un système quand même assez résilient pour que je sois pas la tête à couper. Ça peut être vachement sympa juste de proposer ça aux viewers. Et si on extrapole à plus que moi, ça veut dire que tous les influenceurs ou tous les créateurs de contenu peuvent imaginer juste lancer ça, comme tu le dis, pour le fun, pour être un peu geek. Lambda, tu avais la main levée, après John, je te remets la parole. Vas-y, Lambda. Oui, merci. Bonjour. Bah, écoutez, c'est la première fois que j'interviens dans un space, notamment dans celui-ci. Vous êtes tous assez techy, comme vous le dites. Donc moi, je vais avoir plutôt le côté patrimonial et aussi au niveau de la philosophie même du Bitcoin. J'ai peur que c'est une très bonne initiative, effectivement, entre deux extrêmes, mais que ça fracture et que ça fractionne vraiment les communautés. Là où Lifing se bâtit sur des canaux interdépendants et vraiment maximalisés. Là, on est sur des petites communautés. Alors effectivement, pour tout ce qui est techie, ça pourrait être intéressant pour certains, mais de là à toucher là, comme vous le dites, les tontons, les mamans, etc. Je pense que ça risque d'être plus compliqué face à des solutions de ces filles qui proposent des rendements. Et après, l'initiative est intéressante en soi, mais ouais, ça a l'air vraiment très clos, quoi. Pour reprendre les mots de John, c'est très proche du liquide. Mais l'initiative est bonne et j'attends Non, justement, j'ai dit le contraire, c'est que ça se différencie nettement de Liquid. Parce que Liquid alors là, est complètement fermé et c'est pas deux communautés, Liquid. C'est ça, c'est un semi-liquide, quoi. C'est des Voilà, communautés semi-ouvertes et des petits voilà. villages, comme vous le dites. Mais Alors après, justement, au niveau de la fédération intercommunautaire, etc., ça risque de mettre un certain temps, là où Nightwing a déjà bâti des choses depuis un bon moment. Et puis, reste le deuxième point, pour tout ce qui est gestion de patrimoine, etc., c'est les gens attendent du rendement. Donc, je ne sais pas s'ils seraient vraiment intéressés par une solution entre deux qui ne donne finalement ni l'un ni l'autre. Ouais, Mais alors là, attention, on n'est pas en train de parler d'amendement, hein. On est en train d'essayer non, non, d'aider les gens à sortir du franc CFA, à avoir un moyen de paiement utilisable, bah, utilisable. Enfin, on n'est pas du tout sur un système recherche de rendement. On c'est est ça. vraiment sur Actuellement, comment faire que la maman et l'oncle ils puissent utiliser Bitcoin. c'est ça. Mais alors, du coup, l'attrait, l'appât, si j'ose dire, pour la majorité des gens, ça reste quand même. Fanny, je sais pas, il a peut-être été mute ou je sais pas trop quoi. Non, j'ai l'impression que ça a coupé, juste. Ouais, Disclaimer, lambda au on cas bannit où. pas les gens, hein. C'est pas nous qui l'avons banni ou mute pour info, hein. On a un chat libre Bon. de parole. Ouais, je sais pas si on t'entend plus, en tout cas lambda, mais je profite et puis n'hésite pas, je m'interromprai si tu reviens. Parce que justement, je crois que tu disais que ça serait pas intéressant pour monsieur, madame, tout le monde qui recherche du rendement, mais je pense que monsieur, madame, tout le monde, très vite, il va plutôt rechercher à réussir à utiliser Bitcoin alors qu'il n'est pas forcément très tech, parce qu'il va capter que en fait, s'il n'utilise pas Bitcoin, il est un peu dans la merde. Donc, et tu vois, là, il y aura plus de questions de rendement, il y aura question d'être capable de faire ses courses dans 2 semaines. Et justement, là, on a pas mal insisté sur tout l'aspect technique, mais ce qu'on n'a peut-être pas assez dit, c'est que pour l'utilisateur final,
Justement la finalité, c'est d'avoir une gestion beaucoup plus simple. Et c'est Bitcoin, donc avec des interfaces, donc par exemple l'application Fedi, qui sont bien plus lisibles et bien plus simples à utiliser qu'aujourd'hui si tu dois utiliser un hardware wallet, quoi. Attends, Où là, tu auras juste. attends, Ouais. je te coupe, mais en pratique, la personne, elle doit avoir encore ses 24 mots, elle doit s'authentifier. Comment, Non, en pratique, est-ce qu'il doit manipuler des adresses type Bitcoin? En fait, c'est ça qui me semble assez important pour comprendre la valeur ajoutée de Fedi. de ce que j'ai compris, du coup, ils vont pas écrire les 24 mots, ils vont obtenir des bitcoins via une plateforme donc centralisée ou décentralisée ou leur travail. Après, ils vont donc sur leur wallet, ils vont rentrer dans la fédération, donc les locks chez eux, et après ils auront un wallet comme on a tous. C'est juste que du coup le backup, c'est une bonne question. J'avoue que j'ai pas la réponse. Pantamis, t'as la main levée et tu connais toujours tous les sujets, peut-être que t'as la réponse. Alors, je connais pas forcément, mais en fait, c'est que j'ai l'impression que c'est un modèle qui est entre le modèle de LND Hub, LNBit, où tu partages un nœud Lightning avec plusieurs personnes de manière custodial, et un truc qui ressemblerait à CoinPool, c'est-à-dire une genre de une propriété partagée avec plusieurs personnes, mais sur la blockchain. Ça m'évoque ça. On dirait que sachant que bah, là, des deux exemples que je donne, il y a le spectre du custodial au moins custodial, parce que CoinPool, c'est pas custodial, alors que bah, partager un nœud Lightning, partager des fonds sur le même nœud Lightning, ça, c'est hyper custodial. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu un intermédiaire où, en gros, on se dit, bon, bah, on fait une pool de paiement, mais plutôt que de gérer ça avec le script Bitcoin pur, avec de la bonne cryptographie, et il faudrait L2 en plus techniquement pour que ça fonctionne, bah, du coup, on va gérer ça un peu à la mano entre nous, et on va faire une genre de fédération comme ça où bon, bah, il y aura un multisig qui gère les clés, et puis mais il concernera pas tout le monde. On n'a pas besoin des clés de tout le monde pour pouvoir gérer l'argent et pouvoir se répartir les choses comme ça au cas où, pour monsieur et madame tout le monde qui éventuellement risquerait de perdre ses clés, bah, comme ça, au cas où, il pourra quand même récupérer son argent parce qu'on a partagé. J'ai l'impression que c'est ça. Je sais pas si je connais pas le détail, mais je sais pas. Est-ce que ça t'avait évoqué du coup? Moi, je le voyais comme ça. Après, l'application, elle est pas sortie, hein. Donc, pour l'instant, on est juste sur des annonces, des levées de fonds et faut attendre septembre pour le tester. Ouais. Euh, Ça me fait beaucoup penser sur Lightning, à ce qui sera débloqué par L2, là, les multi-channel parties. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement à ça que je pense, ce genre de choses. Ouais. 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 Qui, du coup, alors, tu as toujours la problématique il faudra quand même ces clés. Ouais, voilà. Dans ces trucs-là, il faut les clés quand même. Il faut que chacun ait ses clés quand même, là. Ouais. Mm. Ouais. Mais ça me fait un peu penser, du coup, c'est bien parce qu'il y a ce qui émerge beaucoup sur Bitcoin, c'est beaucoup l'aspect créer des communautés C'est ça. Galoy. C'est un cas LNBit, c'en est un autre à son échelle. Donc voilà, enfin, quand on parle de scalabilité de Bitcoin, ce qui est tendance à émerger, ça va être une volonté de charder, on va dire, C'est le ça. réseau d'une certaine manière. Et J'ai toujours utilisé le terme propriété partagée parce qu'en anglais, ils appellent ça du shared ownership, en fait. Enfin, ils parlaient de ça en général. Je sais pas si ça m'évoque ça, quoi, on va dire. Voilà. Vas-y, Fanis. Ouais. J'ai là un début de réponse pour tout ce qui est backup. Ils expliquent dans une FAQ qu'en gros, ça dépendra un peu des fédérations. Il y a plusieurs choses qui sont envisageables. D'une part, si c'est une fédération très communautaire, bah, a priori, il suffira qu'il y ait un certain nombre des membres de la fédération qui disent, bah oui, c'est bien lui, on peut lui rendre ses AOU parce que c'est les siens, quelque chose comme ça. Et puis après, sinon, on peut envisager pour des trucs un peu plus où il y a moins de relations, bah, d'avoir des systèmes de backup. Ce qui est envisagé aussi, c'est que ça soit un backup qui soit pas complètement côté utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur, par exemple, lui, il utilise par exemple son nom, son prénom, ou bien sinon quelque chose qu'il arrive à bien mémoriser, et que cette information-là,
soit utilisé pour chiffrer le backup et qu'ensuite ce backup chiffré soit stocké, alors soit stocké, stocké par les membres de la fédération, soit intégralement, soit même les membres de la fédération pourraient stocker ça de manière, comment on dit, chardée, quoi, pour éviter qu'un seul membre de la fédération puisse faire des trucs avec, ce genre de choses. Voilà. Donc c'est une question encore un peu ouverte. Je pense que ça dépendra pas mal des fédérations, mais dans l'idée, c'est ça. Ouais, franchement, Alors, je suis toujours pas un grand fan de ce type de démarche, mais je reconnais qu'elle répond objectivement à des cas d'usage précis, précis dans des endroits où on cherche pas à faire du yield, mais à pouvoir faire du paiement plus facilement, sans dépendre de mobile money, par exemple, mobile money, money, désolé. Et le fait que, contrairement à Liquid, ce soit quand même plutôt le côté, enfin, open source ouvert, que chacun puisse créer sa fédération et puisse s'interconnecter à travers Lightning, donc bénéficier de l'effet de réseau de Lightning. Je trouve que c'est plutôt pertinent. Même si derrière, il y a toujours ça, c'est pas aussi trustless, permissionless, etc. que sur Bitcoin. Ça, de toute façon, ça ne sera jamais. C'est toujours une affaire de contrôle. Ouais, non, mais ouais, tout à fait. Donc, mais ouais, carrément. Et d'ailleurs, en fait, j'ai envie de penser, mais par rapport au backup, ça pourrait même être un truc. Je sais pas si vous voyez, il y a ce wallet à shitcoin là qui s'appelle Argent, qui est pour Ethereum du coup, où en gros, je crois que ton backup, en gros, tu peux le partager entre des amis entre guillemets, et comme ça, si tu perds ton wallet, c'est grâce à eux que tu peux le récupérer. Ben, on pourrait imaginer un truc un peu équivalent, c'est-à-dire que la personne qui te fait rentrer dans dans le mint, et ça pourrait être quelqu'un d'autre qu'un des membres de la fédération, ça pourrait être juste un utilisateur, pourrait attester éventuellement. Alors, il faudrait sécuriser un peu le truc, il faudrait qu'il y ait peut-être plusieurs personnes qui attestent, mais en cas de perte, voilà, dire oui, c'est bien lui qui essaye de récupérer son compte parce qu'il a perdu son wallet. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui se résolvera de manière incrémentale en essayant plein de trucs différents et en voyant ce qui marche le mieux. Ouais, je rebondis sur ce wallet. Je sais que c'était Guys One qui l'avait pas mal chill il y a 2-3 ans. C'était un wallet, même Bitcoin, qui faisait ça. Et en gros, quand tu avais le backup, tu envoyais un lien à 10 potes ou à 10 connaissances. Et c'était grâce à eux. Et l'idée, je trouve qu'elle a été complètement oubliée, alors qu'elle est pas si bête si elle est bien exploitée pour genre ta mère. Tu vois, ma mère, elle va l'envoyer à ses sœurs, à sa tante, à ses enfants. Elle a pas besoin de gérer 24 mots à partir de là. Mais toujours, c'est des compromis. On n'avait dit pas les mamans, Rudy. Merde. Ça fait 30 minutes et comme on parle de Lightning et qu'on a dit que ça pouvait scale, on peut peut-être attaquer le deuxième sujet, donc qui était la mise à jour de Phoenix. Peut-être que je laisserai Fanny ou John en parler. Vous adorez ce wallet. Par contre, du coup, on a bien vu que ce type de fédération e-cash, ça va utiliser Lightning, donc c'est top. Ça va permettre de scale avec, parce qu'au final, on va juste continuer à exploiter. Est-ce qu'on utilisera les canaux ou comment ça va se passer techniquement? Est-ce que ça permet vraiment de scale Lightning, cette solution de fédération cash ou pas du tout? Et voilà, donc petite discussion ouverte sur la scalabilité de Lightning. Fanny, pour Phoenix, je te laisse y aller. En fait, avant, pour enchaîner avec ce que tu disais sur est-ce que Fedimint permet de scale Lightning, pour moi, c'est plus, oui, mais l'inverse aussi. Donc, c'est-à-dire que Lightning scale Fedimint, et pour moi, c'est plus dans ce sens-là. C'est-à-dire que ça permet d'interconnecter les différentes fédérations entre elles. Alors certes, ça permet de scale Lightning entre guillemets parce que du coup, tu peux faire des transactions à l'intérieur d'une même mint sans passer par Lightning. Mais pour moi, c'est plus dans l'autre sens. C'est plus Lightning qui scale Fedimint que l'inverse. Je pensais à ça parce que en tête, j'avais les multi-channel parties là, qui permet de scale Lightning et ça me fait penser à ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette remarque. Ouais, carrément, ça ressemble pas mal, effectivement. Mais je pense qu'on en parlera du coup. Et du coup, voilà, pour faire ce que tu me demandais, Rodi, effectivement, on a pris comme prétexte la dernière mise à jour de Phoenix sur iOS. Parce qu'en gros, ce qu'ils disent, c'est que là, donc cette mise à jour, elle permet d'harmoniser les expériences et donc les features disponibles sur Phoenix entre Android et iPhone. Et que maintenant que ça s'est fait, ils vont pouvoir commencer à travailler pour déployer
ils ont déjà commencé bien sûr, hein, mais à axer le travail sur le déploiement de nouvelles fonctionnalités qui sont notamment des choses très intéressantes pour permettre de scaler Lightning. Et donc, par exemple, c'est tout ce qui est splicing qui permet de modifier la capacité d'un canal alors qu'il est ouvert sans devoir le fermer. Et donc, qui peut permettre de scaler Lightning. Et puis il parlait aussi dans des offers, donc là, ça n'a pas de rapport. Et puis aussi, je pense qu'on peut parler effectivement de tout ce qui est channel factories, ce genre de choses, donc qui sont des moyens d'ouvrir des canaux dans des canaux. Et donc, qui permet effectivement de scaler Lightning de manière assez folle, exponentielle même en théorie. Voilà. Donc, je sais pas si quelqu'un veut enchaîner ou si je continue mon monologue. N'hésitez pas. Moi, je veux bien que tu m'expliques les Canal Factory là, parce que ça, j'avoue, C'est un c'était peu la Channel problématique Factory. des opérateurs de nœuds. Quand on est un opérateur de nœuds, on a plusieurs canaux et parfois, on est un peu mécontent d'avoir ouvert tel ou tel canal auprès de tel peer, soit parce que on n'a pas mis assez, on se dit, on voulait en fait faire un canal plus gros, soit le contraire, on se dit ah, bah lui, il route pas beaucoup, j'aurais pas dû ouvrir un si gros canal. Et donc on n'a pas forcément envie de les fermer, et donc on se retrouve quelquefois avec des channels un petit peu ouverts qui sont à notre sens pas très, ou sont pas très optimaux. Et donc le splicing, effectivement, ça nous permet à travers une seule transaction pouvoir changer la taille d'un canal. Et donc, ça résout précisément en fait un travail un peu des problématiques pour les opérateurs de nœuds Lightning. Donc, c'est pas nouveau, on entend parler depuis je crois, un an ou deux, je l'ai plus en mémoire. Et donc, que ça avance à travers donc A5 qui développe Phoenix. C'est vraiment très, très intéressant. A5, c'est vraiment une des boîtes les plus sérieuses sur Lightning qui sont très concentrées sur la problématique paiement à des commerçants, contrairement à certaines implémentations qui sont plus là pour faire du paiement pair à pair entre utilisateurs pour promouvoir le don, ce genre de choses, quoi. Donc, je pense que c'est un bon point et bon, j'attends du splicing sur Core Lightning et LND également. Donc, voilà. Yes, et pour rebondir là-dessus, on en avait un peu parlé au dernier épisode, je crois, où on avait un peu parlé des Lightning Service Providers et de combien c'était compliqué de faire ce genre de boulot. Et il faut bien voir que des boîtes comme Phoenix ou comme Breeze, et d'ailleurs elles en parlent, elles ont vraiment ce gros problème-là qui est que elles ouvrent des canaux pour leurs clients. Et ensuite, en fait, c'est très compliqué de déterminer quelle est la taille du canot que j'ouvre en essayant de faire ça de manière un peu optimale. Et donc, dans la plupart des cas, en fait, le canal, il est par exemple, il est trop gros. Et du coup, tu as de la liquidité qui est coincée dans ce canal-là. D'un autre côté, tu fournis un service à l'utilisateur, donc tu vas pas lui fermer son canal. Et donc, tu as juste vu trop grand au début et tu es bloqué avec cet état de fait. Et donc, une alternative, si tu veux vraiment te sortir de là, actuellement, ça serait de fermer le canal et de le réouvrir en respectant la même répartition des fonds. Donc, ce qui n'est pas forcément vachement sympa à faire. En plus, l'utilisateur, il peut s'en rendre compte et donc il peut se poser des questions. Il peut dire pourquoi vous avez fermé un canal puis réouvert, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Et puis, ça fait deux transactions Bitcoin parce que tu dois fermer le canal et en rouvrir un autre. Alors qu'avec splicing, effectivement, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus simple, beaucoup plus transparent. Tu vas juste faire une transaction pour soit sortir des fonds, soit en remettre si jamais, à l'inverse, tu avais vu un canal trop petit et qu'en fait, ton utilisateur a besoin de plus de liquidité. Et c'est pour ça, je pense que c'est Phoenix qui dirige un peu l'effort parce qu'eux, ils ont vraiment des gros besoins. Pareil côté Breeze. Et ça a le bénéfice en plus d'avoir une meilleure gestion de l'empreinte de Lightning on-chain. Donc en ce moment, on s'en fout un peu parce que ça va, quoi, on a de la place sur les blocs. Mais à terme, ça pourrait être vachement utile de pouvoir faire des opérations de ce type-là en moitié moins de transactions, puisqu'on fait une transaction au lieu de deux. Nickel, super clair. JW Ramit, à la main levée, je sais pas si tu veux participer. Oui, j'avais un petit peu une question sur vraiment l'aspect Channel Factory. Je connaissais pas, une espèce de channel dans le channel. Mais avant d'essayer de redemander une explication, avant tout, est-ce que c'est pas un faux problème, mais c'est pas juste déjà possible
de trouver une solution en rebalançant les liquidités à gauche et à droite, ce qu'on sait déjà faire aujourd'hui, ou même si par exemple il n'y a pas assez de liquidités, tout court dans le channel, au lieu de rebalancer là où il y a très peu de liquidités, juste rouvrir un second channel avec la personne. Tu confonds, attention, on parle c'est deux choses différentes, hein. Les channel factory, c'est créer un super channel multiparty dans lequel dedans, tu vas créer d'autres petits channels. Ce qu'on parlait, c'est le splicing. Et le splicing, ça permet de resizer son channel. Et ce que tu dis, oui, on peut le faire, mais comme vient de le décrire Fanis, c'est hyper laborieux, quoi. Je veux dire, il a décrit en fait un peu tous les cas où c'était galère. Et moi, enfin, je suis petit opérateur de nœuds, mais il faut imaginer Async qui a des fonds très importants. Rebalancer, ça marche pas tout le temps, ça coûte cher. Faut pas croire, mais le rebalancing, si tu t'amuses à en faire, ça va contribuer à tomber complètement les performances de ton nœud. Et puis oui, enfin, fermer et rouvrir ton channel, ça occupe de la place et c'est pas très pertinent. Donc le splicing, il a toute sa place pour améliorer et en fait ça résout en fait des problèmes pour la gestion des nœuds, quoi. Enfin clairement, je te le dis tout de suite, c'est quelque chose qui sera vraiment très utile, quoi. Et c'est pas un faux problème. Ok, parce que du coup, la question, c'est que ton espèce de méga channel où à l'intérieur, il y a plusieurs petits channels. Non, attends. On oublie les channel factory, ça n'a rien à voir. Ok, les super. channel factory, ça adresse une problématique de mise à l'échelle de Lightning. Là, on parle juste de... Le splicing, c'est un autre sujet qui permet d'améliorer le travail pour les opérateurs de nœuds et pour les Lightning Service Providers. Et également, si j'ai bien suivi les cours de Fanis, la liquidité, elle est bloquée dans un canal, elle peut pas aller sur un autre. Donc, si tu rebalances dans ton channel, mais tu peux pas dire, allez, on rebalance dans mon autre channel plus loin. Dans ce cas, tu dois fermer et rouvrir, c'est ça? Donc, ta liquidité est bloquée dans tous les cas, même si tu rebalances. Non, en fait, quand je disais rebalancer, c'était vraiment dans un channel que tu as déjà ouvert. Ça, on sait déjà faire. Mais si, par exemple, je disais, on veut avoir plus de liquidité avec une personne, ce serait juste ouvrir un autre channel. Mais comme il me l'expliquait John, c'est une galère pour plein de raisons. Ouais. Fanis? Ouais, pour rebondir par rapport à ce que disait John, effectivement, petit cas pratique. Moi, aujourd'hui, sur mon wallet Phoenix, j'ai 6 canaux. Donc, c'est-à-dire que j'ai 6 canaux que Phoenix m'a gentiment ouverts entre leur nœud et mon nœud qui est sur mon wallet mobile. J'ai 6 canaux parce qu'en gros, au fur et à mesure que je participais à des trucs comme les Lightning Torch, où le truc, c'était qu'on se passait des fonds et que les fonds augmentaient à chaque fois de wallet en wallet jusqu'à atteindre une grosse somme et on finissait par la donner. Et ben, en gros, à ces moments-là, j'ai eu besoin par moment de beaucoup d'inbound liquidity, donc de pouvoir recevoir beaucoup et puis après renvoyer. Mais donc du coup, ils m'ont ouvert les canaux on the fly, quoi, au moment où j'en avais besoin. Mais depuis, ces canaux, ils sont toujours ouverts. Et par contre, sur les 6 canaux, il y en a que un où j'ai des fonds de mon côté, et les autres, c'est juste des canaux que Phoenix m'a ouvert et que il me ferme pas parce que je pense que pour l'instant, il décide de ne pas les fermer. Parce qu'effectivement, tu peux te dire que le client, donc moi en l'occurrence, il a pas envie, il a payé pour les canaux à un moment donné au début quand même à l'ouverture, donc il veut pas les voir fermés. Dans ce cas-là, eux, ça aurait été beaucoup plus intéressant pour eux plutôt que de bloquer de la liquidité dans 5 canaux qui aujourd'hui sont inutiles, d'utiliser du splicing pour augmenter la taille d'un canal dynamiquement au moment où il y en avait besoin, et quitte à éventuellement refaire une transaction plus tard pour réduire la taille s'ils se rendent compte qu'au bout d'un certain temps, finalement, j'utilise quasiment rien. Et c'est beaucoup mieux et beaucoup plus acceptable du côté du client. Parce qu'en fait, lui, il voit juste un canal qui bouge un peu de taille éventuellement, mais il a toujours le service quand même qu'il a contractualisé. Est-ce que tu aurais de la doc, s'il te plaît, sur le splicing? Parce que vraiment, j'ai beaucoup de mal à saisir concrètement comment ça se passe. Ouais, mais j'ai de la doc, mais je peux même expliquer rapidement comment ça marche. En gros, pardon? Il y a un bruit bizarre là, tu peux l'entendre? Non, vérifie le vélo de ton enfant. Il y a bien les roues.
Non, c'est bizarre. Non, c'est dans les écouteurs. Pardon. Ok, bah n'hésitez pas, ouais, si quelqu'un d'autre entend un bruit, c'est peut-être moi aussi, mais enfin, en gros, quand tu ouvres un canal, ce que tu fais, c'est que tu envoies des fonds sur une adresse multisignature qui représente le canal sur Bitcoin, côté Bitcoin. Et donc, c'est une adresse multisignature entre, bah, si on ouvre un canal ensemble, entre toi et moi. Et quand on fait du splicing, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va prendre les fonds qui sont sur l'adresse multisignature et on va les envoyer sur une nouvelle adresse multisignature. Et au moment où on fait ça, bah, si on veut faire un canal plus petit, et ben en fait, sur cette transaction, on va pas envoyer tout ce qu'il y avait à la base dans le premier multisignature, dans le nouveau multisignature, on va juste en envoyer une partie, et le reste, on va se renvoyer entre nous. Et à l'inverse, si on veut faire un plus gros canal, et ben on va faire la transaction depuis l'adresse multisignature, et en même temps, on va en profiter pour rajouter des fonds en plus dans le nouveau, la nouvelle adresse multisignature. Et c'est comme ça qu'on, dynamiquement, on ajuste la taille du canal. Je sais pas si c'est clair. Ok, donc on est d'accord que ce qui se passe, c'est que c'est on-chain, il y a un changement qui s'applique sur le contrat multisignature de base en faisant ça. Ouais, tu fais une transaction on-chain pour transférer les fonds du canal dans un autre canal, techniquement. Mais en fait, côté Lightning, c'est traité comme étant le même canal qui change de taille. Oui, Mais voilà, le gros avantage, c'est que tu as une seule transaction. Quand, si tu devais fermer puis rouvrir, tu en aurais deux on-chain. ouais, c'est assez smart. Ok, ouais, je vois. Ok, merci, super. Top. Super clair. Pantamis, vas-y. Ouais, désolé, j'avais eu des problèmes de connexion. Globalement, moi, juste ce que je voudrais ajouter, c'est qu'en fait, quand on parle de liquidité, il faut bien distinguer la liquidité entrante et la liquidité sortante pour l'opérateur de nœud. Et que donc le splicing, ça te permet soit d'ajouter de la liquidité sortante, soit d'en retirer. Mais en fait, tu es toujours dépendant de ta contrepartie, donc de ton père, pour savoir si lui, il va ajouter de la liquidité entrante ou en retirer. Donc, comme on a dit, en fait, c'est surtout un outil pratique pour gérer la liquidité, mais ça permet que de gérer la liquidité sortante de tes canaux. Après, il faut négocier avec potentiellement ton père si tu veux gérer la liquidité entrante. Et que ça veut dire que bon, bah, c'est un aspect pratique, donc ça a des avantages. Ça veut dire aussi que ça a des inconvénients, parce que la liquidité entrante, c'est une ressource qui peut être précieuse pour des opérateurs de nœuds. Et donc, on peut réfléchir à des attaques, entre guillemets, en faisant du splicing de liquidité entrante pour voler la liquidité entrante d'autres pairs. Donc voilà, c'est un outil très pratique pour gérer la liquidité avec tous les risques, mais tous les avantages que ça comporte. Mais surtout la liquidité sortante, hein, pas la liquidité entrante. Voilà. Nickel, c'est toujours utile ce que tu dis. Ok, moi j'avais jamais pensé qu'il y avait des attaques comme ça, mais j'imagine que c'est pour ça que je suis pas un opérateur de nœud comme A5. Est-ce que quelqu'un veut rajouter? Il y a des questions. Sinon, moi je veux bien vous demander par rapport au Channel Factory. Du coup, John, tu as commencé à expliquer rapidement. Donc c'est un super canal et à l'intérieur tu as des canals. C'est quoi un peu les cas d'usage? En mode si on reprend l'exemple de Fanis par rapport à A5, comment eux l'utiliseraient? Ouais, des canaux. Putain, en plus on me l'a dit un milliard de fois dans la dernière vidéo. Je me suis fait démonter dans les commentaires. Euh, Vas-y. non, je sais pas. Je pense que peut-être Fanny pourra probablement mieux l'expliquer. Ça fait un moment que j'en ai pas entendu parler. Donc déjà, c'est une société qui nécessite le soft fork L2, donc qui est sur les rails, qui arrivera peut-être un jour. C'est toujours compliqué sur Bitcoin de prédire l'activation d'une mise à jour. Et donc effectivement, Lightning actuellement, bah, on ouvre un channel en pair à pair. Et donc là, enfin, ça permettrait de construire euh, un canal entre plusieurs paires avec des montants qui peuvent, voilà, que chacun peut attribuer. Donc voilà, on co-construit un super canal et dans ce canal, au-dessus de ce canal, en fait, on peut reconstruire des channels. Et donc l'avantage, c'est qu'ils sont ces nouveaux channels qui sont à l'intérieur, bah, ils prennent pas de place sur la blockchain de Bitcoin. Et malgré tout, si le, le, le super canal est bloqué, on peut quand même redeem son, on peut quand même redeem son canal au sein de la Channel Factory. Pardon. Donc ça résout le problème justement de la mise à l'échelle de Lightning. Ça permet, voilà, on fait une grosse transaction et derrière on fait plein de potentiellement de channels et puis ces méga channels on peut les faire communiquer entre eux. Donc ça peut mettre à l'échelle
Lightning. Ok, mais il y a besoin de L2. Allez, Fanis, Pantamis, puis Lambda. Vas-y, Fanis. Peut-être, ouais, pour super résumé, John, peut-être pour essayer d'aller un peu plus loin dans la compréhension de comment ça marche. En gros, pour ceux qui savent pas forcément, Lightning, ce qui se passe quand on fait une transaction entre Alice et Bob sur Lightning, quand Alice envoie des bitcoins à Bob sur Lightning, ce qui se passe, c'est que chacun des deux, Alice et Bob, en fait, ils gardent de son côté une transaction Bitcoin, donc on-chain, mais qui va pas publier. Donc, elle sera pas publiée sauf si on veut fermer le canal. Et ce qu'on dit, par exemple, avant de faire un transfert de 10 000 Satoshi, imaginons que Alice elle a 40 000 Satoshi de son côté et Bob il a 60 000 de son côté. Et donc la transaction d'Alice et de Bob, avant de faire la transaction, bah, c'est une transaction Bitcoin non publiée qui envoie 40 000 à Alice et 60 000 à Bob. Et donc c'est comme ça qu'ils peuvent fermer le canal. Et en fait, quand il y a un transfert entre les deux, ce qui se passe pour de vrai, c'est qu'ils se mettent d'accord pour dire que bah, maintenant la nouvelle transaction de Bitcoin de fermeture du canal, c'est une transaction bah, qui envoie maintenant 30 000 Satoshi à Alice et 70 000 Satoshi à Bob. Parce qu'Alice a envoyé 10 000 Satoshi à Bob. Et là, quand on fait des channel factories, ce qu'on fait, c'est que plutôt que de faire des transactions simples comme ça et de pas les publier, bah là, les transactions non publiées, maintenant, c'est des transactions d'ouverture de canal, en gros. Et donc, c'est comme ça qu'on peut ouvrir des canaux dans des canaux avec la seule condition que il faut que les canaux qu'on ouvre soient entre les... Donc, quand j'ouvre un canal dans un autre canal, en général, ce qui est intéressant, c'est de faire ça dans un canal avec plus de 2 personnes parce que la condition à respecter, et vous me corrigez si je me trompe, mais il me semble qu'il est nécessaire que les canaux qu'on ouvre dans un plus grand canal soient entre des participants du canal de base. Et on n'a pas besoin absolument de L2 pour faire ça. Le seul truc, c'est que si tu essayes de faire ça aujourd'hui, c'est pas du tout efficient parce que tu dois garder plein de transactions non publiées en permanence et que le nombre de ces transactions que tu gardes et donc la taille que ça prend sur ton disque augmente exponentiellement avec le nombre de participants. Et avec L2, bah, ce serait beaucoup plus simple. On aurait en gros un truc constant, un nombre de transactions constant à garder plutôt qu'un truc qui croît exponentiellement. Et donc enfin comment dire, je dis qu'on n'a pas besoin de L2. En gros, on n'a pas besoin de L2 si on veut faire des trucs archi simples. Genre on est 3 de base et on se fait des canaux entre nous 3. Mais du coup, pour faire des trucs un peu plus évolués et donc un peu plus utiles, effectivement, L2 serait quand même le bienvenu. Il y a juste si le mécanisme justice qui tombe, enfin qui n'existe plus avec elle et qui justement était problématique. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je voulais dire. Enfin, justement, toutes les transactions d'engagement que tu dois garder en mémoire, c'est justement pour pouvoir appliquer le justice system. Et c'est pour ça que L2 permet justement de s'en passer et de rester avec un truc qui est beaucoup plus acceptable et beaucoup plus efficient. Effectivement, ouais. Ok, super, c'est super clair. J'en profite pour dire à tout le monde que mercredi, je pense à partir de maintenant, on va avoir des live streams très tech. C'est Lounès qui voulait faire ça. Je sais que Pantami c'était également chaud. Donc ce sera sur la chaîne, mais sachez que les mercredis, souvent maintenant, il y aura des spaces beaucoup plus tech. Donc si vous avez pas compris, vous pouvez y aller à votre rythme. Du jour. On a décidé de l'heure, mais pas le jour de la semaine. Ouais. Bon, sachez que c'est dans les tuyaux. Pantami, t'as rebaissé la main, donc si tu veux prendre la parole, prends-la. Sinon, Lambda, vas-y, pose ta question. Du coup, ouais, c'était pour rebondir sur la remarque de Fanis. Je l'ai perdu. Je n'entends plus, Panta. T'as besoin de L2. Peut-être que t'as pas besoin de L2 pour faire ça, mais en fait, le problème, c'est que dans le protocole Lightning qu'on utilise actuellement, la transaction que conservent Alice et Bob n'est pas la même. En fait, Alice, elle conserve une transaction qui est la dernière avec laquelle elle a reçu de l'argent, je crois, et Bob inversement. Mais ça ne veut pas dire que les sommes sont identiques, hein. Les 2 personnes ont bien des transactions qui leur renvoient les mêmes sommes, mais les transactions qu'ils conservent sont pas exactement les mêmes. Il y a une asymétrie. Et en fait, tu as besoin, dans L2, l'avantage, c'est que les transactions qui sont conservées par les personnes qui sont impliquées dans l'outil EXO qui est partagé,
elles conservent la même transaction, exactement les mêmes transactions. Et donc, en fait, tu as besoin de L2 pour impliquer plus de 2 personnes par channel, entre guillemets, parce que comme ça, toutes les personnes conservent la même transaction. Sinon, tu aurais effectivement besoin de faire une communication. Je crois que ça a coupé, là, c'est revenu. C'est-à-dire que par exemple, si tu fais une nouvelle transaction, il faut que tu informes tout le monde et il faut que tout le monde change sa transaction. Chaque personne aura une transaction différente pour chaque cas de fermeture unilatérale différent. Donc c'est pour ça que je pense qu'on te dit que c'est possible sans L2, mais en fait c'est clairement pas gérable parce qu'effectivement le nombre de transactions à faire juste pour faire une transaction, le nombre de transactions à signer, par personne, il est proportionnel au nombre de personnes qui est dans la pool. Et plutôt, en fait, j'avais parlé. Yes. Et plutôt, j'avais parlé de CoinPool, et en fait, ça ressemble énormément sur le principe, parce que CoinPool, le principe, c'est d'avoir une UTXO qui est partagée avec plusieurs personnes, et en gros, on se débrouille pour faire un système de gestion de paiement par-dessus, et pour faire en sorte qu'il n'y ait que le dernier qui atterrisse sur la blockchain. Et en gros, là, c'est exactement la même chose. Et en fait, quand on parle de Channel Factory, c'est juste une manière de gérer les paiements au sein de la pool de mieux. En fait, c'est comme utiliser Lightning dans une coin pool. C'est un peu ça, en fait, les Channel Factory. Et c'est juste qu'après, bon, bah, ces canaux, tu peux les rendre, ces canaux qui n'existent que dans la coin pool, tu peux imaginer les publier pour faire du routage public potentiellement. Ça me paraît compliqué, mais ce serait peut-être possible. Mais globalement, voilà, c'est ça l'idée. L'idée, c'est encore une fois ce qu'on a dit en fait avant, c'est de partager la propriété d'une UTXO avec plusieurs personnes pour faire en sorte que il y a que dans les cas de conflit où on a besoin de faire une transaction on-chain en fait. Donc, voilà, c'était ma remarque. Ouais, carrément, tu as tout à fait raison. Et même, je pense que c'est pire, il me semble, que ce que tu dis. C'est-à-dire que la complexité augmente juste pas proportionnellement avec le nombre de participants, mais exponentiellement. Et ouais, tu as complètement raison. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, pour comprendre ça, blockstream.com/l2.pdf à la page 17, le point 5.2 explique assez bien effectivement tout ce que vient de dire Quantamis. Voilà, je l'ai sous les yeux, donc j'en profite. Voilà, Est-ce que c'est sur pas de les la apports de triche? L2 pour le Channel Factory. Bah, j'aurais pu prétendre que je le connaissais par cœur, mais je crois que personne n'y aurait cru. Non, Personne mais, n'y croyait. non, mais c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de cet aspect-là, mais c'est justement aussi ce qui fait que le mécanisme de justice était un peu contesté, c'est que en fait, tu ne peux pas avoir de mécanisme de justice qui est asymétrique comme on a dans le protocole Lightning actuel, où si un des pairs fait une connerie, l'autre pair le punit et pique tous ses fonds. Donc il y a une asymétrie dans la punition. Et en fait, on n'a pas cette asymétrie dans L2 parce que dans le cas de L2, si on fait des canaux sur L2, quand ton père fait une bêtise, la seule chose que tu peux faire, c'est la rectifier. Tu peux effectivement pas claim tous ces fonds. Et cette asymétrie-là n'existe pas dans L2 en fait. Voilà. Mais c'est un défaut, mais c'est aussi ce qui fait que le protocole, enfin ce protocole de L2, de L2 justement, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, il scale beaucoup mieux parce qu'effectivement, tu ne peux que corriger. Et donc, tu n'as besoin que du dernier état pour corriger. Voilà. Super clair, nickel, merci beaucoup encore une fois. Le BitDev, il sera Surfing Bitcoin cette année. C'est ça? Yes, tout à fait. Donc si les gens veulent aller plus loin, sachez qu'à Surfing, en plus de tous les experts, il y aura le BitDev. Lambda, vas-y à toi. Merci. Bah écoutez, c'est super intéressant. Alors j'ai une simple question en tant que pseudo-néophyte soulevée par Fanis qui parlait du caractère exponentiel des ressources matérielles pour gérer les chaînes factory. Tout simplement, est-ce que vous ne pensez pas que ça va conduire à une concentration des nœuds et à une destruction des petits acteurs et des petits nœuds sur le réseau? Non, parce qu'en fait, on fera des Channel Factory une fois qu'on aura L2. Et enfin, on en fera des vrais, quoi, avec pas mal d'acteurs. Et il n'y a pas du tout ce problème une fois qu'on a L2, qui est donc un soft fork de Bitcoin. Mais je pense que de toute façon, il y a même pas de sujet. Les Channel Factory, si personne n'en parle maintenant, c'est parce que, enfin, il y aura d'abord L2 avant d'avoir des Channel Factory, quoi. Et enfin, L2, du coup, permet de ne pas avoir cette augmentation exponentielle du tout, quoi. Et D'ailleurs, du coup, L2, hein, et j'allais dire, du coup,
L2, enfin, c'est même utile pour les canaux classiques. Ça réduira drastiquement la taille de la base de données également. Question, j'imagine que les viewers vont avoir. L2, sauf fork, prévu quand? On en est où dans le débat? Je sais que ça va tomber dans les commentaires. Si quelqu'un a une réponse. Le problème de L2 en ce moment, c'est qu'il est en concurrence avec BIP 119 en fait. C'est pour ça qu'il y a eu tout ce drama sur BIP 119, donc sur OPCTV, c'est ça, c'est Check Template Verify, je crois. Parce que justement, en fait, ce L2, il était un petit peu dans les cartons, un petit peu vu comme la suite logique pour scale Bitcoin, en fait. Et effectivement, il y a eu ces covenants qui sont venus dans le débat avec Justin Robin, c'est ça, le développeur qui a un peu poussé la solution, et il a un peu été critiqué pour ça. Il a un peu été critiqué pour le fait de dire qu'il est arrivé un petit peu en force, alors que peut-être qu'on préférait L2, je sais pas. Enfin, après, c'est un débat de préférence personnelle, donc ça devient plus compliqué. Mais c'est vrai que moi, je vois plus d'applications à L2, et pour les Covenants, bon, oui, je suis d'accord que c'est certainement très compliqué de faire sans, mais il y a peut-être moyen de s'en sortir avec du L2 plus du RGB. Mais voilà, c'est un débat qui est là, c'est un peu plus obscur, hein. C'est un peu plus nuancé comme débat. Voilà. Je pense que c'est pas tout à fait le cas, puisque CTV, il est prêt sur le papier. Je pense pas qu'L2 soit. Alors, tu peux peut-être me contredire. Non, clairement, L2 est pas prêt. Clairement, L2 est pas prêt. Et c'est ça qui a été critiqué, je pense, c'est qu'en fait, le code de OPCTV, il a été mis très rapidement. Très rapidement, il a fait une issue GitHub pour faire reviewer le code, etc. Ce qui aujourd'hui permet effectivement de rendre l'argument totalement valide. C'est-à-dire que oui, à l'heure actuelle, clairement, OPCTV est mieux ficelé que L2, dans un bien meilleur état, bien plus avancé, bien plus testé, c'est clair. Mais justement, je pense que le drama, il vient du fait que le développeur qui a fait OPCTV a un petit peu forcé la main en mettant très rapidement le code dispo, alors que peut-être qu'effectivement, il y avait encore des réflexions sur est-ce qu'on veut pas L2 avant, quoi. Mais du coup, maintenant, aujourd'hui, c'est clair que OPCTV est clairement plus avancé que L2, et que L2, ce sera pas demain la veille, quoi, qu'on va l'avoir, c'est sûr. Je pense que ce sera le même temps que Taproot minimum, c'est-à-dire 4-5 ans. Dans 4-5 ans, peut-être on aura L2, je sais pas. Enfin voilà. Ok. Écoutez, donc les viewers, vous avez 4 ans pour faire toutes les formations de l'académie, plus les 10 autres ou 100 autres qui arriveront d'ici 4 ans pour être prêts. J'en profite, on a déjà fait un entonnoir du Bitcoin par rapport à BIP 119 que tu parlais. Je sais plus l'épisode exact, mais vous pouvez le retrouver donc sur le site Découvre Bitcoin ou sur notre podcast comme d'hab. Ça fait pile 1 heure, donc j'en profite pour passer sur le 3e sujet, comme ça on essaie de maintenir un rythme un peu logique. 3e sujet qui a été proposé par Fanis, parce que il a mis un super tweet qui a été repris, et donc on va parler de NOSTR, Norst, qui est une sorte de solution pour créer des réseaux sociaux. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai compris ça. Ouais, non. Enfin, oui, c'est une mauvaise. C'est une vision restrictive de ce qu'est Nostr. Écoutez, vous savez quoi, je vais laisser John y aller parce que je vais me faire engueuler. Non, mais en fait, oui, le premier cas d'usage auquel on peut penser, c'est les réseaux sociaux. Mais Nostr, en fait, il faut imaginer que c'est pas un réseau social ou quoi que ce soit. C'est un layer une couche de communication en mode client-serveur. Donc, ça ne fonctionne pas du tout comme une blockchain. Ça veut juste résoudre un problème de la censure, dans le sens où on va créer des nœuds de relais. Ces nœuds de relais, on va avoir des clients qui vont y souscrire. Donc, quand je dis des clients, c'est vous quand vous allez utiliser, par exemple, une application cliente. Celle qu'on connaît le plus, c'est Branle. Donc, Branle, c'est une espèce de Twitter-like en mode décentralisé. Donc, vous lancez le site sur votre navigateur. Il devient client et en fait, il souscrit à ces relais. Et donc, ces relais, ils vont afficher les résultats. Et à chaque fois qu'on va écrire un tweet, un message sur Branle, on va envoyer les messages en fait à ces relais. Et en fait, c'est assez facile. Il faut être un peu techie, mais c'est relativement simple de faire un relais. J'en ai fait un moi-même. Et donc, ce qui fait que même si on fait tomber des relais ou s'il y a des relais qui filtrent des messages,
ce qui pourrait très bien arriver en fait, hein, parce qu'ils sont soumis à des juridictions, etc. Et ben, il suffirait de juste rajouter dans le client un relais et on pourrait y accéder. Donc ça permet en fait de faire un peu de casser un peu ce modèle centralisé en séparant le client, donc l'application qu'on utilise, type par exemple Twitter, et la brique technique qui va stocker les messages et les distribuer aux clients. Parce que dans Twitter, par exemple, tout est stocké au même endroit. Et ben là, en fait, en gros, le Twitter côté serveur, il serait distribué à travers plein d'applications relais. Et donc, ces applications relais, on peut y appliquer, si on le souhaite, soi-même de la censure. Mais on est en concurrence vis-à-vis des autres. On peut même le rendre payant. Donc voilà, c'est en cours de développement. Mais donc Noster, c'est le protocole qui permet en fait de séparer l'aspect client de l'aspect relais. Voilà, en gros. Et derrière, on construit des applications au-dessus. Donc ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un Twitter-like. Ça peut être donc là Fanny en parlera, mais une sorte de Uber décentralisé, on va dire. Ça peut être plein de choses. Il y en a, il a fait un jeu d'échecs sur Noster. Et en fait, on peut imaginer vraiment tout plein de choses avec ce protocole. Pour les viewers, il n'y a pas de token. Je sais que c'est une autre question que vous allez me poser. Il n'y a pas de token. Par contre, tu peux mettre Lightning au-dessus. Fanny, je te laisse la parole. Yes, très très bon résumé, John, de Noster. Et d'ailleurs, le nom, effectivement, que Roxy trouve si dur à prononcer, justement, c'est un acronyme pour Notes and Other Stuff Transmitted by Relay, pardon, relais, quoi. Et qui, effectivement, ben voilà, c'est exactement ce que disait John. En fait, le protocole est à la fois très très simple, parce que effectivement, c'est juste ben, des clients qui envoient du texte à des serveurs et les serveurs s'occupent de stocker ça. Et ensuite, d'autres clients, s'ils ont envie de savoir ce que c'est ce texte, ils peuvent dire au serveur, ben, dis-moi ce que c'est ce truc-là. Et voilà, donc c'est juste des clients qui envoient des textes du bout de texte à des relais et les relais s'occupent ensuite de répéter tout ça à ceux qui sont intéressés. Et donc, effectivement, ben, pour peu qu'il y ait suffisamment de relais, ça devient un truc un peu compliqué à fermer. Et voilà, effectivement, on peut construire en ajoutant à ça Lightning et Bitcoin, on peut commencer à construire des trucs qui en fait correspondent à tous les cas d'usage bullshit des projets blockchain. Bon, on en voit un peu moins peut-être en ce moment, mais en 2017, c'était toujours la course à quelle nouvelle industrie est-ce qu'on va décentraliser avec notre super projet blockchain. Je me souviens qu'il y avait des dizaines de trucs qui promettaient de décentraliser Uber avec des super tokens et tout. Et donc là, bah, il y a un prototype assez simple qui utilise Noster et Lightning pour justement faire une app comme Uber, quoi, mais qui utilise du coup Noster et Lightning. Et vraiment, l'idée est très simple. Ben, quand on veut, quand on recherche Uber. un ride, voilà, un Uber, on envoie un petit message via Noster. Les conducteurs qui sont dispo récupèrent les messages. Et puis comme ça, on fait la mise en relation. Et ensuite, ben pour la partie paiement, ça passe par Lightning. Et sachant que c'est dans cette partie paiement via Lightning qui est aussi réglé tout ce qui est litige avec des systèmes d'escroc, donc de escroc en anglais, donc comment on dit, Gage. Ouais, de mise en gage, quoi, qui permet de s'assurer que le paiement est pris entre guillemets pendant le temps de la course. Voilà, donc je sais plus exactement comment ils gèrent exactement les litiges, mais voilà, en fait c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que ben, on réinvente pas la roue, on fait des trucs très simples avec Noster et Lightning, mais des trucs voilà qui marchent. Et je pense qu'on va avoir pas mal de trucs assez cool prochainement avec tout ça. Pour compléter, euh, moi j'ai connu une époque où on voulait décentraliser les réseaux sociaux, donc c'était la grande époque de Steam qui existe toujours, qui a été rajoutée par Tron, enfin Justin Sun. Et en gros, l'idée, c'était de dire, on va faire une blockchain, on va mettre tous les messages. Donc, voilà, c'était Steemit, ça existe toujours, hein, encore une fois. Le truc, c'est que la blockchain, elle pèse super lourd. Elle demande des ressources démentielles
parce que lorsqu'on envoie un message, il faut que tout de suite il soit publié. On ne veut pas attendre 10 minutes ou quoi que ce soit. Donc on a des blocs toutes les 3 secondes. Ça utilise du DPoS, etc. Et c'est quelque chose de vachement lourd. Et finalement, pour pouvoir y participer, enfin, il y avait déjà très peu de nœuds qui étaient en capacité de stocker tout ça, hein. Il y en avait à peu près une dizaine. C'était pas très résistant à la censure. Et ça demandait vraiment des specs démentiels. Et je trouve que le faire à travers une blockchain, c'est vraiment, je sais pas comment dire, mais c'est comme si on voulait aller faire ses courses avec un char d'assaut. C'est possible, mais bon, c'est peut-être pas le moyen le plus efficace. Et je trouve que Noster, en fait, il y arrive de manière un peu plus astucieuse, dans le sens où c'est très simple dans son fonctionnement. Et ça n'empêche pas en fait de construire des choses autour, notamment faire des relais payants éventuellement, enfin ce genre de choses. Et on parlait de Lightning, mais pour ceux qui détestent Bitcoin, en fait Nostr, en fait il est agnostique et on peut très bien créer une application autour de Nostr avec son coin préféré, quoi. On peut même utiliser BSV, mais bon, BSV, ils veulent envoyer tous les messages sur la blockchain également. Donc, je trouve que encore une fois, le protocole, il est vraiment très très simple. Les nœuds sont plutôt légers. Et je trouve que c'est une manière beaucoup plus habile de faire de l'anti-censure à bonne échelle et qui scalerait mieux que de le faire sur une grosse blockchain qui scale pas, quoi. C'est super clair, Lambda. Oui, non, simplement une petite remarque. Ça me rappelle un petit peu Mastodonte à son époque avec son système d'instance. Et je trouve qu'on est vraiment dans le cœur du truc et dans le web 3.0, voilà, et ça se passe sur Bitcoin. Et c'est vraiment l'étape d'après que de rendre les power users au centre du système. Donc, j'espère que ça va marcher et on peut qu'encourager ce genre d'initiative. Ouais, d'ailleurs, parler de Mastodonte, que je connais un tout petit peu, où c'est de la fédération. Sur Nostr, on peut faire de la fédération, mais on peut ne pas faire de la fédération également. C'est beaucoup plus, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus versatile que Mastodonte, qui a un schéma de fonctionnement qui est vraiment, pour le coup, communautaire, où là, du coup, c'est plus facilement, on peut plus facilement l'ouvrir. Et d'ailleurs, on peut même aussi créer par exemple, pour une application donnée, par exemple de messages privés, faire des relais complètement privés, parce que là, on peut s'envoyer des messages en pair à pair de manière chiffrée. Et donc, si on consulte les relais, on voit les messages, on voit qu'ils sont chiffrés, mais on voit quand même qu'il y a eu un échange. Et donc, on peut très bien faire des relais qui soient beaucoup plus privés. Et Nostr, en fait, permet de faire ça. Et l'autre grosse différence, tant qu'on y est à comparer Nostr et Mastodon, c'est que c'est toujours un peu en gros, si tu veux partir d'une fédération donnée, d'une communauté donnée et aller ailleurs, pour récupérer tes données, c'est un peu au bon vouloir de l'admin de là d'où tu t'en vas, pour qu'il accepte de te rendre toutes tes données. Alors que Nostr, ton identité, c'est ta clé publique. Donc, tu peux d'ailleurs en avoir plusieurs. Et tes données, par défaut, tu les envoies en relais. Et tu peux aussi les garder de ton côté si tu as envie. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de migrer. Voilà, tu changes juste de relais. Éventuellement, tu réenvoies les données si jamais c'est des données qui doivent être persistées. Mais voilà, c'est une autre grosse différence entre les deux. Et puis voilà, ça fait un peu moins usine à gaz parce que je sais pas si tu as aussi essayé Lambda de faire tourner ta propre instance, mais c'est notoirement quelque chose d'un peu compliqué à faire. Très galère. Alors que là, comme disait John, faire tourner un relais, alors qu'en plus on est encore aujourd'hui assez tôt, c'est quelque chose d'assez simple finalement. Même si bon, les deux choses sont pas absolument comparables. Voilà, le schéma, l'architecture de Nostr est bien plus légère et agréable à utiliser, on va dire. Écoutez, c'est super clair. Je vois que l'heure tourne. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont des questions? N'hésitez pas à prendre la parole en bas à gauche. Voilà, puis on va gentiment conclure.
Je voudrais rajouter, je vois beaucoup de personnes qui se moquent quand on leur parle de Noster, ils parlent de branle. Et branle, en fait, donc c'est le développeur Orchid qui l'a créé et il pensait, alors je ne l'ai plus, mais c'est un terme français qui utilise autre chose et qui vient de de la Révolution française. C'était une danse de salon, la branle. Ouais. Et en fait, on s'en moque beaucoup, mais franchement, oubliez, si vous n'aimez pas, vous faites, enfin, Noster, c'est vraiment le protocole. Et il y a d'autres applications clientes qui font la même chose que Branle, mais qui s'appellent pas Branle et qui ont un look and feel bien plus, pardon, qui sont, qui sont bien plus agréables. Et voilà, il faut vraiment dissocier ces deux aspects. Soyez pas rebutés. Vous avez vu Branle, Noster, c'est vraiment cool. Enfin, en tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Et si vous oubliez Branle, encore une fois, je pense que ça devrait également vous intéresser. Ouais, si vous cherchez plus d'infos sur Branle, vous pouvez taper GitHub Awesome Noster sur votre moteur de recherche préféré. Et vous devrez arriver comme ça sur un repo qui s'appelle Awesome Noster. Il n'y a pas tout dessus. Il n'y a pas tout dessus. Il n'y a pas tout dessus, ouais, c'est vrai. Il n'est pas forcément mis à jour aussi vite que ça évolue, mais voilà, il y a quand même une idée de déjà ne serait-ce que certains sites internet, donc il y a Branle et il y en a d'autres qui permettent de voir un peu ce qu'on peut faire. Donc aujourd'hui, c'est assez centré réseau social quand même, mais il y a aussi tout ce qui est les échecs dont tu avais parlé et d'autres trucs assez cool. Écoutez, nickel, c'est beaucoup plus clair, donc maintenant je comprends. Top. Écoutez, vu qu'il y a personne qui demande de prendre la parole, je vais le sentiment clôturer. J'imagine que c'est encore mon job. À moins que Fanny, si tu veux te lancer. Non, il veut pas. Je le sais. Non. Allez. Bon, les amis, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce 40e épisode de l'Entonnoir. Ça fait déjà plus de 6 mois. C'est quand même assez ouf, quasi une demi-année. Donc, merci à vous d'être fidèles. On est de plus en plus nombreux. C'est super cool. Je vous retrouve tous la semaine prochaine et en physique à Surfing. Donc, si vous êtes là, surtout n'hésitez pas. Si vous venez à Riga, on a créé un Telegram pour Riga. Donc, envoyez-moi un MP, on vous rajoute dessus. Sinon, je joue également à la BitDev à Surfing. N'oubliez pas de liker, partagez l'académie, faites les cours. Merci beaucoup à tout le monde qui participe. Je sais qu'il y a quelques profs dans l'audience et des profs que vous ne connaissez pas encore, mais qui arrivent avec un gros cours qui est en travaux. Je vous tease un petit peu. On va aller très loin dans la cryptographie et ça va être très stylé. Et même dans l'économie avec un petit cours sur les hyperinflations. Mais chut, pareil, je vous l'annoncerai quand ce sera prêt. En tout cas, si vous voulez contribuer à Bitcoin, n'hésitez pas. C'est important, c'est la révolution. C'est ce qui donne la liberté pour des millions de personnes. Et c'est pour ça qu'on se lève très nombreux à se lever tous les matins avec un sourire. Sur ce, je vous dis au revoir. Merci de liker, partager. À la semaine prochaine. Bisous. Bisous. Merci tout le monde. Merci à tout le monde. Bonne soirée, bon courage. Salut à tous. Bisous. Bisous. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis.